7h52, on est lundi. Voici Frank. Comment ça va? Ça va, vous autres? Très bien. Au téléphone ce matin, ça marche pas sur CleanFeed? Ben oui, je vous entendais pas. Je me suis dit, appelez-moi. Tu sais, ça va appelez-moi et on t'appelle. Parfait. Comment ça va? Tu jases de quoi ce matin? Ben, écoute, je voulais qu'on revienne sur l'histoire de la réfection du tunnel. Je trouve cette histoire-là absolument incroyable par rapport à... C'est presque, en fait, l'incarnation de ce qu'on est comme société. Tu regardes, je me promenais sur le site du ministère des Transports, juste pour le fun, là. Et là, tu regardes ça, il y a un long document sur québec.ca, transport. Présentation du projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Un document qui date de 2018. Pas il y a 4 jours, là. 2018. Et là, on a tout l'échéancier du projet. On commence les affaires en début 2020. On commence certains travaux en 2021. Et là, c'est bien écrit dedans, réfection structurale du tube du tunnel direction sud de 2022 à 2024. Direction nord 2024, fin 2025. Là, puis la fin, là, où on met des petites plantes puis on fait de l'aménagement paysager, ça, c'est 2026. Et là, tu regardes ce qui se passe dans nos médias et c'est comme la catastrophe à 10 jours du commencement des travaux. Là, ouais, on va peut-être demander aux gens de prendre le char juste une journée sur 2, ou ceux qui peuvent y aller à pied ou être en télétravail, pourriez-vous pas aller l'autre bord? Là, tu te dis, mais ça va, c'est comme s'il y avait c'est comme si ce projet-là venait d'arriver. On avait fermé le tunnel d'urgence parce qu'on n'avait rien de possible qu'on pouvait faire. Et là, on est dans des espèces de solutions catastrophes, genre, ouais, mais là, vous pourriez demander à votre employeur de vous mettre en télétravail. Ben oui, à 10 jours du commencement des travaux, 5 jours du commencement des travaux. Mais c'est parce que ça fait au-dessus de 4 ans qu'on est au courant que ça va arriver, cette affaire-là. Est-ce que c'est la même chose qui nous attend avec nos ponts à Québec? Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est très, très bon. Nous sommes gérés et nous sommes informés par des myopes intellectuels, des gens qui ne voient que de près, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. L'histoire du pont, tu fais bien d'en parler. On a réussi ici, puis je le sais que ça s'inscrivait dans une négociation de convention collective, mais le document était toujours bien bon, là, puis il était signé, puis il était autorisé par un juge, puis c'était des affidavits de vrais fonctionnaires, là. Tu sais, le fameux affidavit qui disait nous, ingénieurs du gouvernement du Québec, statuons que le pont Pierre-Laporte est magané, entre autres, en termes techniques. Tu l'as vu, le document, Dan? Il l'avait amené ici en studio. Absolument, j'ai vu ça. Le président du syndicat des professionnels du ministère des Transports. Mais là, tout le monde était surpris, puis Bonnardel, il niait. « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » Bon, au bout du compte, c'était vrai. Mais c'est la même chose. Et c'est la même affaire pour ce qui est des écoles. On est tous épouvantés devant le dossier de Québécois, qui était un très bon dossier, disons-le, sur les écoles maganées. Moi, j'avais jamais vu ça, des dossiers d'évaluation de structure d'école. Telle école, c'est un C, l'autre, c'est un D. Et là, on est tous épouvantés de voir que telle école en 54 n'a jamais été détruite, puis il y a encore de l'amiante dans les murs, puis il y a l'eau. Un autre exemple. Il y a du mercure dans l'eau, Frank! Il y a du mercure dans l'eau depuis combien de décennies? Là, on est tous épouvantés de ça. Ben écoute, la qualité de l'air dans les écoles et la qualité des écoles, voilà. C'est pas un sujet d'actualité. Écoute, j'ai 32 ans. Quand j'allais au primaire, à l'école primaire, j'ai passé une partie d'une année, je me souviens plus si c'est 4e ou 5e année du primaire. Il y avait 2 écoles dans mon village où j'allais, 2 écoles primaires, et il y a une des 2 écoles primaires qui avait été fermée parce qu'il y avait des champignons dans les murs, de la moisissure, et on allait à l'école une demi-journée. En fait, on allait à l'école juste des demi-journées. Donc, le matin, c'était ceux qui allaient à l'école de cette école-là qui allaient, puis l'après-midi, c'était ceux de l'autre école qui venaient. Puis ça a duré de même pendant 3-4 mois, le temps que les calinettes de ce monde viennent décontaminer la place. Mais des écoles, ça, je te parle de ça, on doit être en 97, quelque chose de même. 97, on est en 2022. Ça n'a pas dû s'améliorer depuis ce temps-là. Puis à ma connaissance, c'est encore la même école où les jeunes vont aujourd'hui. Donc, c'est comme si on est face à un genre d'impossibilité chronique à jamais rien planifier, à toujours être surpris de tout. Tu sais, le pont, moi, ça fait depuis... Je suis arrivé à Québec en 2009. Je me souviens que j'écoutais la radio à cette époque-là. Vous parliez déjà des rapports sur le pont de Québec plein de rouille, d'une histoire de quelqu'un qui est allé passer quasiment une fourchette au travers du métal, puis
les morceaux tombaient en bas. Puis rappelez-vous dans le temps, comment c'était qui la ministre déjà dans le temps de Couillard? C'était Véronique. Véronique Tremblay. Véronique Tremblay, je me rappelle dans le temps, c'était Busutil qui était allé, avait fait une espèce de présentation d'un document de genre 200 quelques pages où il y avait des photos à n'en plus finir de rouille par-dessus rouille. Et elle nous disait, ouais, mais c'est pas des pièces structurantes. Je m'en rappelle encore, ça m'avait marqué, c'est pas des pièces structurantes. Ben là, à un moment donné, ils vont nous arriver, comme avec le tunnel. Ça, c'est du Ils vont nous dire, ouais, ben le pont, là, faut le fermer parce qu'il y a des travaux majeurs à faire, là. Trouvez-vous une solution B, hein? Faites du télétravail ou traversez en chaloupe, faites de quoi, faites ce que vous voulez. Mais là, faut faire ça. Mais ça va faire depuis des années qu'on va le savoir que ces travaux-là sont à faire, puis que tôt ou tard, on va se ramasser avec un problème. Là, c'est Montréal qui le vit, mais demain matin, ça peut être nous autres, là. Poussons ça plus loin. Pourquoi? Si le gouvernement du Québec, là on parle du gouvernement du Québec, dans une démocratie, parlons des gouvernements. Et si du jour au lendemain, les gouvernements dévoilaient l'intégrale vérité sur tout, sais-tu quoi, Frank? Aucun gouvernement ne serait réélu, serait constamment battu. Le gouvernement, mettons, tel parti arrive au pouvoir, condamné par la loi à tout dévoiler publiquement, les gens seraient paniqués, anxieux, en panique, et ce gouvernement-là serait défait. Il serait défait. Moi, je pense. Et je ne suis pas tout seul à faire cette analyse-là. Là. En France, ça va très, très mal. Et il y a des analystes qui essaient de comprendre pourquoi on nous cache tant des choses. On nous cache des choses pour éviter la panique générale. Si, du jour au lendemain, on dévoilait toute la vérité, Frank, sur tout, il y aurait, à mon avis, une panique générale. On en sait un peu. Par exemple, sur le site de Transport Québec, là, tu viens de parler des ponts, 1609 structures au Québec nécessitent des réparations. 392 structures. Hey, tu comptes jusqu'à 392, là, c'est long. C'est beaucoup. Nécessitent des travaux majeurs. Ce matin, au Québec, 293 structures nécessitent un remplacement. C'est gros, là. Nécessite un remplacement, ça veut dire que la structure est plus bonne. Un viaduc, un pont, peu importe. Mais, c'est sur le site Internet. Là, ça a été mis à jour le 28 octobre. C'est là, mais il n'y a pas de point de presse à midi, à RDI, avec voici les noms. Soyez avisés, les Québécois, que tous les Québécois qui passent sur cette structure nécessitent un remplacement. Non, c'est juste là. L'information est là. Le lendemain, c'est un Thomas Gerbet de ce monde qui dit ça. Oui. Là, on apprend ce matin. Une petite affaire sur Horn, mais c'est quand même pas banal. Là, le gouvernement refuse de faire des tests de l'air partout à Rouen, comme si la pollution de Horn arrêtait à 2 rues de l'usine. Donc, on apprend ça par la bande. C'est toujours par la bande. C'est toujours une enveloppe par la bande. Toujours. Ça va, Dan? Dan qui s'est étouffé. Donc, est-ce que c'est la qualité de l'air en studio, ouais, Dan? Peut-être. Sûrement. Mais, regarde, je vais te donner un autre exemple. Ça, dans le fond, on est en train de parler de la faillite de l'État, mais moi, je te parle du secret entourant le réel état de l'État. La RAMQ. Ça a sorti la semaine passée, puis ça a fait juste un petit peu de sauce. Là, ils vont faire transformer numériquement la RAMQ pour arriver au 20e siècle. C'est vraiment ça la nouvelle. On est en 2022. Oui. 300 millions. Il y a combien de systèmes informatiques différents à la RAMQ, dont plusieurs sont désuets? T'avais-tu vu la nouvelle? Non, j'aurais pas vu ça. Il y en a combien? Je te donne 3 chances. Vas-y, plonge. Ouf, ouais, il doit y en avoir une dizaine. 157. Eh boy. Le projet est majeur. La régie disposant d'un parc technologique d'une valeur de 400 millions qui s'opère sur 157 systèmes différents, dont plusieurs sont désuets. Le système, le régime québécois, El Modelo, le modèle, est une faillite. Et si, du jour au lendemain, on connaissait
l'intégrale vérité, ce serait la panique généralisée au Québec. You say what? Ben, c'est un peu ce raisonnement-là qui a amené le gouvernement du Québec et aussi bien d'autres gouvernements dans le monde à raconter un peu n'importe quoi au début de la pandémie. Ouais, là, on fait une petite pause de 3 semaines, là, puis après, ça va être correct. Ouais. La réalité, c'est qu'ils devaient bien le savoir. En tout cas, ils devaient se douter au moins un minimum que, comme à peu près tous les pandémies, tu vas en avoir pour 2-3 ans. Mais ils ont dû se dire, ouais, mais si j'arrive en conférence de presse puis je lui dis, ouais, là, on est dans la marde pour 2 ans, là, ça va être la panique, ça va se garrocher sur le papier de toilette encore. Fait que là, faut y aller avec une demi-vérité, ou en tout cas, mettre un peu de glaçage autour de la cuillère de merde, parce qu'elle va être plus facile à avaler de même. Faut mettre du Betty Crocker sur la cuillerée de marde. Ben oui, mais c'est Il y a toujours du Betty Crocker à la vanille sur une pelletée de marde. Dites-vous ça, là. Dites-vous ça. Quand il y a un politico qui vous parle, dites-vous que plus souvent qu'à son tour, c'est du Betty Crocker qui met sur une pelletée de marde. Dites-vous ça. Sauf que dans le cas tu prenais l'exemple de la fonderie Horn. Moi, je trouve que c'est un très bel exemple parce que cette histoire-là, là, on vit les conséquences de ça parce que ça fait depuis les années, c'est quoi le premier rapport? C'est dans les années 80 où ils ont déjà, il y avait un dossier, mais justement, c'était encore Thomas Jardin, c'est à quoi gain que lui qui travaille. Oui. Et on nous parlait déjà de ça. Mais là, si les gouvernements de décennie en décennie disent, ouais, t'as peu fait attention, ça, on va te caviarder ça un peu, ça sortira pas. Là, j'ai appelé un tel, lui, il m'a garanti qu'il en parlera pas dans le journal. Ouais, mais c'est parce que là, en fait, c'est une solution à court terme, parce que sur le long terme, ces choses-là finissent toujours par sortir d'une manière ou d'une autre. Puis là, ben, tu te ramasses avec une situation hors de contrôle où les gens sont dans une espèce d'hystérie parce que ils se disent, ouais, mais si on me cachait ça depuis tout ce temps-là, c'est que ça doit être ci, puis ça doit être ça, puis notre vie est en danger. Alors que si au départ, tu avertis le monde, tu dis, ben écoutez, oui, les émissions sont plus élevées que la normale. Oui, sur le long terme, ça peut créer peut-être certains problèmes de santé, mais voici les faits. Là, tu as du monde qui prennent la décision d'aller là pareil, parce qu'ils disent, écoute, moi, la job est bonne, le salaire est bon, m'en sac de savoir si dans 70 ans, je vais avoir telle maladie ou pas. Ça a l'air drastique ce que je dis là, mais il y a des gens qui font ces choix-là. Les gens qui décident d'être pompiers ou policiers, là, ils ont ce même genre de raisonnement-là. Oh oui, je peux mourir dans un feu ou je peux me faire attaquer dans une descente ou whatever, mais sais-tu quoi? J'aime ce métier-là, je suis prêt à prendre le risque. Comme même chose que ceux qui vont dans l'espace ou qui font de la désincarcération, peu importe le gardien de prison, il y a plein de métiers à risque, puis il y a des gens qui prennent la chance de le faire malgré que ça peut mener à des problèmes. Mais la réalité, c'est que là, ça s'est fait sans connaissance de cause, parce que ça fait 40 ans que tu dis au monde, non, tout est correct. Ben là, c'est plus tout est correct, c'est non, c'était pas correct, mais on vous le disait pas pour que vous paniquiez. Ça, c'est pas pareil. C'est ça. Et si on avait tous les documents sur, par exemple, le pont Pierre-Laporte, étant donné qu'on est à Québec, si on avait vraiment l'analyse statuée et confirmée de tous les ingénieurs, je vous le dis, il y a du monde qui resterait chez eux à Lévis ce matin. Tu coupes la moitié du monde sur le pont. Ils veulent pas. Puis Duhem, au final, ce qu'il avait dit durant la campagne, est-ce que c'était vrai? Duhem avait quand même des informations à l'effet qu'ils avaient enlevé de l'appareillage du pont afin que le pont soit plus léger. C'était vrai, ça, Dom? Oui. C'était vrai, ça. Mais il fallait pas le dire. La réaction de Bonnardel était très patente également lors du dévoilement du fameux rapport dont je te parlais il y a 5 minutes, c'est-à-dire que des vrais ingénieurs là, ont fait une déclaration assermentée, un affidavit à l'effet qu'il y avait des câbles qui s'usaient de manière prématurée soutenant le pont Pierre-Laporte. Bonnardel est sorti en fou en disant « C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai! » Ça, là, c'est une maudite bonne réaction pour illustrer mon propos, mon cher Frank, devant l'Éternel ce matin. Ça, là, c'est tellement vrai. Est-ce que Bernard Drainville va dévoiler à toutes les semaines les noms des écoles où le taux de CO2 puis de cochonnerie dans l'air défonce les normes? Ben voyons donc. Il va falloir se plier en 4 pour essayer d'avoir des chiffres puis essayer d'avoir des trucs à gauche et à droite. Il faut grappiller, il faut fighter. Ben non, puis tout le monde en parle. Il y a eu exactement le même discours que Bonnardel sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il a dit, en gros,
ah ben là, faut pas faire peur aux parents, c'est juste 5% Voilà. des écoles, puis Voilà. c'est ci, puis c'est ça. Là, tu te dis, ben là, à un moment donné, là, c'est parce que pis ça aussi, ce climat-là, c'est un climat d'infantilisation de la population. C'est-à-dire que ces gens-là, un peu comme le bonhomme Gaston Guay dans le temps avec la carte d'assurance maladie, c'est que ces gens-là viennent d'une école de pensée où l'individu, là, les gens qui nous écoutent, là, vous n'êtes pas assez brillants pour prendre vos propres décisions, vous savez pas ce qui est bon pour vous. Fait qu'il faut qu'on vous ménage, il faut qu'on vous dise des demi-vérités, des demi-mensonges, parce que on sait comment vous êtes émotifs, vous réagissez, puis ils nous prennent en fait un peu pour des poules pas de tête. Puis ça, ben, à force de traiter les gens comme ça, malheureusement, au fil du temps, ça devient une réalité aussi. Oui, mais ça, Frank, je vais juste apporter une vision qui n'est pas nécessairement contraire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Si on avait, moi, je pense, Frank, la vraie histoire, là, moi, je pense qu'on aurait raison de paniquer. La vraie histoire concernant les maladies nosocomiales à l'hôpital, l'état de nos hôpitaux, l'état de la machinerie. Là, il va y avoir un reportage. Là, ça s'en vient. Il y en a 1 ou 2 ans là, sur l'état, le piètre état de la technologie dans certains hôpitaux. Si on avait vraiment l'heure juste en éducation, si on avait vraiment l'heure juste dans tous les ministères, moi, je pense qu'on aurait vraiment de vraies raisons de paniquer pour vrai, Frank. On aurait... moi, je pense pas qu'ils nous infantilisent. Je pense que ceux qui savent, et il y en a beaucoup qui savent pas, mais dans leur champ de compétences, il y en a qui savent. Moi, je pense que Bonnardel savait des choses. Moi, je pense que Drainville va savoir des choses. Mais il aura le mandat de garder le secret pour pas semer une panique qui serait quasiment justifiée. Ça ne va pas bien à plusieurs égards dans l'État québécois, Frank. Moi, je pense que le bateau pisse à plusieurs endroits, là, on va le dire de même. Là. Oui, absolument. Absolument. Sauf que entre donner le scénario tel qu'il est, sans ménager le monde et inventer une réalité alternative, il y a une marge. Oui, il y a une marge. Moi, c'est ce bout-là où je décroche. Je me rappelle très bien quand tu avais reçu, c'était Philippe Couillard, pas longtemps avant l'élection de 2018. Et tout candidement, on voyait les histoires d'un journaux, tel viaduc qui tombe à terre, là, les trous partout, les cônes oranges partout. Ah, mais puis vous savez, M. Morin, on a des belles routes au Québec. Oh, il était dans le mensonge. Carrément. Là, à un moment donné, on n'est pas obligé de créer une réalité alternative. Là. Exact. Il aurait aussi bien pu dire, écoutez, on a du travail à faire. Ouais, c'est ça que je me suis engagé. Un baratin. Puis, mais tu sais, à un moment donné, la création d'une espèce de réalité complètement. Ouais, ils sont dans le mensonge professionnalisé. C'est un peu ce que tu dénonces. C'est un peu ça. C'est ça. Puis après, les gens, ben des gens répètent ce type d'affaires-là, ou les fameuses excuses du genre, ouais, mais nous autres, on a de l'hiver. On a de l'hiver. Le Vermont, pas d'hiver. Oui, c'est ça. Exact. Hey, en 1 minute, parle-moi du sondage sur la fusion PQ-QS. En 1 minute, comment tu vois ça? Oui, j'ai vu ça passer un peu comme bien des gens sur les réseaux sociaux qu'on demandait aux... très drôle, pareil, qu'on demande l'avis aux gens de ça. Je sais pas pourquoi il faut qu'on soit consulté là-dessus. Là. Mais sur est-ce que vous voyez d'un bon œil une fusion PQ-QS, est-ce que ça change vos intentions de vote s'il y avait une alliance électorale ou tout ça? Il me semble qu'on a déjà joué dans cette sauce-là. D'ailleurs, c'est pratiquement ce qui a détruit le Parti québécois. Là. Comment ils appelaient ça à l'époque? C'était PKP qui avait demandé à Véronique Yvon de faire la convergence souverainiste, rappelez-vous de ces termes-là. Oui. Et là, il y avait toute une histoire. Ouais, mais nous autres, on est à 25, eux sont à 12. Si on additionne ça, plus option nationale. Qui va avaler qui, là? Ben oui, c'est ça, on va prendre le pouvoir pis tout. Mais là, tu sais, moi, si je suis dans le QS, je fais juste attendre qu'ils ferment la lumière de l'autre bord puis je ramasse les électeurs. Je sais pas quel intérêt qu'ils ont à faire ça. Peut-être le seul intérêt, ce serait de faire un truc au Parlement, à l'Assemblée nationale pour être reconnu comme groupe. Mm-hmm. Peut-être que là, à 2, tu peux avoir le score nécessaire. Parce que là, moi, en fait, j'irais plus, si j'étais eux autres, je me préoccuperais plus de ça. Ils sont en position pour être 15 députés indépendants. Moi, ça me fout la trouille. Un Québec indépendant dirigé par QS. Tu sais, je veux dire, c'est le début d'un scénario que ça m'intéresse pas de regarder à TV, là. Tu me décris ça comme une série TV, je l'écoute pas, là. Un genre de république de la sobriété, là. Non, ça, je veux pas jouer là-dedans, là.
Oui, c'est ça. La République simpliste et volontaire. Non. Tu veux pas vivre là-dedans. Hey, Frank, t'es salué. Bonne semaine. Yes, merci. Salutations Ciao. à Yann and Frank. Bon podcast aujourd'hui, boys. Merci. Yes, thank you. Salut. Bye.